23 septembre. Mon très cher ami Makar Alexievitch, voilà 7 jours, mon ami, que je ne vous ai pas écrit, et j'ai eu durant ce temps pas mal de préoccupations et de sujets d'agitation. Avant-hier, Bikov est venu me rendre visite. Je me trouvais seule à ce moment, car Fedora était sortie. Je lui ai ouvert la porte, et en l'apercevant, j'ai été saisie de frayeur, si bien que je fus incapable d'esquisser le moindre mouvement. Je me sentis pâlir. Il est entré, selon son habitude, en faisant résonner son rire bruyant, a pris une chaise lui-même et s'est assis. Je demeurai longtemps sans pouvoir me ressaisir. Finalement, j'allai me réfugier dans un coin de la pièce et je me plongeai dans mon travail. Bientôt, il cessa de rire. Il semble que mon aspect l'ait frappé. J'ai tellement maigri ces derniers temps. Mes joues se sont affaissées, mes yeux se sont creusés et j'étais pâle comme un linge. Ceux qui m'ont connu il y a une année doivent avoir de la peine en effet à me reconnaître. Il m'examina longuement et avec une grande attention, puis il redevint gai. Il fit une remarque dont je ne me souviens plus. Je ne sais pas ce que je lui ai répondu, mais il s'est remis à rire en m'entendant. Il est resté chez moi toute une heure et m'a parlé sans arrêt, me posant de nombreuses questions. Enfin, au moment où il allait prendre congé, il me prit la main et me dit, je reproduis textuellement ses paroles, « Varvara Alexievna, je dois constater entre nous qu'Anna Fyodorovna, qui est votre parente et avec qui je suis liée d'une grande amitié, est une femme très méprisable et vile. » Il employa un autre mot encore, mais qui est inconvenant. « Elle a fait prendre le mauvais chemin, votre petite cousine. Elle vous a mené à votre perte, vous aussi. De mon côté, je me suis conduit en cette circonstance comme un lâche. Mais que faire? C'est là une histoire banale et courante. » Il éclata de rire à ces mots. Il riait à gorge déployée. Il observa ensuite qu'il ne savait pas faire de grands discours, qu'il m'avait déjà déclaré l'essentiel, ce que sa conscience lui dictait de me dire, parce que l'honneur l'exigeait ainsi, et qu'il serait bref sur le reste. Il m'expliqua alors sans périphrase qu'il désirait m'épouser, qu'il estimait de son devoir de me restituer mon honneur, qu'il est riche, qu'il m'amènera après le mariage dans ses terres où il compte s'adonner à la chasse aux lièvres. Il a ajouté qu'il ne reviendrait plus jamais à Saint-Pétersbourg parce que c'est une ville ennuyeuse et malsaine, qu'il possède ici un neveu, lequel est, selon sa propre expression, un vaurien, et qu'il s'est juré de déshériter. C'est même pour cette raison, m'a-t-il indiqué, qu'il tient à m'épouser, afin d'avoir des héritiers légitimes, et c'est le motif essentiel de sa démarche auprès de moi. Il me fit observer ensuite que je vis très pauvrement, qu'il n'est pas étonnant que je sois malade en habitant dans un tel taudis. Il m'a prédit la mort à bref délai, au cas où je m'obstinerais à demeurer ici, ne fût-ce qu'un mois encore. Il remarqua que les appartements ne valent rien à Saint-Pétersbourg et me demanda finalement si je n'avais besoin de rien. J'étais tellement éberluée par cette proposition que, sans savoir pourquoi, je me mis à pleurer. Il crut que je versais des larmes de gratitude. Il me dit qu'il m'avait toujours considérée comme une jeune fille bonne, sensible et instruite, mais qu'il ne s'était pas décidé néanmoins à sa démarche présente avant de s'être informé en détail de ma conduite actuelle. Il m'a posé alors quelques questions à votre sujet. Il m'a dit qu'il était au courant de tout, que vous êtes un homme de toute moralité, qu'il ne veut pas rester en dette vis-à-vis de vous, et il aimerait savoir si la somme de 500 roubles représenterait à vos yeux un dédommagement suffisant pour tout ce que vous avez fait dans mon intérêt. Quand je lui répondis que vos bienfaits envers moi sont de ceux qu'aucune somme d'argent ne saurait rémunérer, il s'écria que tout cela n'était que sottise, que c'était du roman, que je suis jeune encore, et que j'aime lire des vers sans doute, que les romans sont la perdition des jeunes filles, dont ils gâtent la moralité, et qu'il déteste tous les livres en général.
Il m'a conseillé d'attendre que j'aie quelques années de plus pour porter des jugements sur les gens. Vous apprendrez alors à les connaître, ajouta-t-il. Il m'engagea ensuite à réfléchir mûrement à sa proposition. Il lui serait très désagréable que je prenne à la légère et superficiellement une décision aussi grave. Il observa que les réflexions et l'entraînement de la passion mènent les jeunes gens inexpérimentés à leur perte, mais qu'il souhaite vivement pour sa part que je lui donne une réponse favorable. Dans le cas contraire, il se verrait en effet obligé d'épouser une commerçante de Moscou, car il a juré, m'a-t-il répété, de déshériter son vaurien de neveu. Il m'a laissé 500 roubles qu'il m'a presque forcé d'accepter, afin que je puisse m'acheter des bonbons, m'a-t-il expliqué. Il assure que dans son village, je ne tarderai pas à engraisser, que je deviendrai rondelette et que je vivrai chez lui dans l'abondance et la satiété. Il m'a fait remarquer ensuite qu'il était extrêmement occupé ces jours-ci, qu'il avait un grand nombre d'affaires à régler et qu'il était venu chez moi en passant entre 2 rendez-vous sérieux. Il est parti après cela. J'ai longuement réfléchi ensuite. J'ai médité sans fin. Je me suis tourmentée avec mes pensées. Et puis, mon ami, je me suis décidée finalement. J'ai résolu, mon ami, de l'épouser. Il faut que j'accepte sa proposition. C'est le seul homme qui ait la possibilité de me sauver du déshonneur, de me rendre un nom intact, de m'épargner la misère, les privations et les malheurs dans l'avenir. Que puis-je espérer d'autre désormais? Que dois-je encore attendre du destin? Fédora m'assure qu'il faut savoir saisir le bonheur par les cheveux. Elle assure, mais qu'est-ce donc que le bonheur après tout? Pour ce qui est de moi, en tout cas, je n'entrevois pas d'autre issue, sachez-le, mon inestimable ami. Que faire? Je me suis déjà abîmé la santé en travaillant, et il me serait impossible de continuer toujours ce travail. Prendre un emploi dans une famille, j'y mourrais de tristesse, et personne ne voudrait de moi d'ailleurs. Je suis de constitution maladive, et je serais pour cette raison un fardeau pour les autres. Certes, ce n'est point le paradis que je choisis là, je le sais. Mais que dois-je faire, mon ami? Que puis-je faire? En vérité, je n'ai pas le choix. Je ne vous ai pas demandé conseil. J'ai voulu peser moi-même tous les aspects de la situation. La résolution que je viens de vous communiquer est irrévocable, et j'en ferai part tout à l'heure à Bikoff, qui insiste pour obtenir une réponse définitive. Il me presse maintenant, prétendant que les affaires n'attendent pas, qu'il doit repartir et qu'il ne peut pas retarder son voyage pour des futilités. Dieu seul sait si je trouverai le bonheur là-bas, et mon destin repose dans sa sainte et impénétrable volonté. Mais j'ai pris ma résolution. On dit que Bikoff est un brave homme. Il aura du respect pour moi, et peut-être que j'apprendrai à le respecter, lui aussi. Peut-on espérer davantage de notre union? Je vous fais part de la situation, Makar Alexievitch. Je suis sûre que vous comprendrez ma tristesse. Ne cherchez pas à me détourner de mon intention. Vos efforts dans ce sens demeureraient vains. Pesez plutôt dans votre propre cœur toutes les raisons qui m'ont incité à prendre cette décision. J'étais très tourmentée au début, mais je suis tout à fait calme actuellement. J'ignore ce que l'avenir me réserve. Il adviendra ce qu'il adviendra. Il en sera selon la volonté de Dieu. Bikoff vient d'arriver et j'interromps cette lettre qui n'est pas achevée. J'avais beaucoup de choses à vous dire encore.